Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous, c'est Richard-Antoine Kapeta-Kazadi qui vient dans le cadre de l'actualité sur le Congo. L'actualité politique, les événements socio-économiques et tout ce qui touche véritablement le Congo. Aujourd'hui, l'actualité, en fait, c'est l'événement du crash de l'avion de la logistique présidentielle qui est arrivé il y a quelques jours. Cet événement défraie la chronique. Et il faut dire ici que beaucoup de thèses vont dans tous les sens, beaucoup de supputations qui vont dans tous les sens. Il y en a qui parlent même de difficultés mécaniques. Et là, je voudrais dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette idée de difficultés mécaniques. En fait, on ne le dira jamais assez. On ne le dira jamais assez. Il y a des moments où le peuple congolais, le peuple d'un pays a besoin de se mettre ensemble, de se mobiliser, quelles que soient ses différences. Le Congo est à vous. Le Congo, c'est mon pays. Le Congo, c'est le pays de Félix. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. Alors, quand il y a des problèmes sérieux qui se posent au niveau du pays, nous devons tous nous mettre debout comme un seul homme pour que vive le Congo. En fait, nos tribus, nos ethnies constituent notre richesse. Les Baluba ont beaucoup à apprendre du peuple Mukongo, les Bakongo ont beaucoup à apprendre du peuple Muswahili, les Bangala ont beaucoup à apprendre des autres peuples du Congo. C'est cela qui fera la véritable culture du Congo. Et ceux qui nous distraient avec cette histoire des tribus et des ethnies, ils comprennent que c'est là que nous devions perdre le temps et manquer les coachs de ce que nous devons faire, de ce que nous devons faire de notre pays. En fait, il s'est produit un crash de l'avion présidentiel. Moi, je voudrais dire ici que l'avion de la logistique de la présidence, ça n'a pas été un problème de la mécanique. L'avion a quitté son poste de départ. Il y avait 59 minutes de cela. Et à la 59e minute, l'avion ne pouvait pas entrer en contact avec son poste de départ. Soit, alors en ce moment-là, l'avion est arrivé à la 59e minute pour connaître le crash qui s'est produit. Parce que si c'était les problèmes mécaniques, il devait y avoir l'alarme de détresse qui allait absolument informer la source de communication de RVA pour qu'on voie dans quelle mesure on pouvait lui apporter de l'aide. Donc, les difficultés mécaniques sont vraiment complètement écartées. Alors, qu'est-ce qui doit s'être passé réellement? Ce qui s'est passé, en fait, soit il y a eu sabotage de l'avion avec un engin qui était glissé dans l'avion, soit l'avion a été abattu à la 59e minute. Et il y a des gens qui vous disent, par exemple, mais est-ce que le président de la République, ce qui s'est passé, est-ce que réellement le président de la République a été visé? Je ne sais pas comment vous répondriez à une telle question. Moi, je vais vous dire tout simplement, si vous sortez de chez vous, le matin, vous arrivez devant votre garage, votre maison, vous trouvez vos deux voitures, celle de votre femme et la vôtre, calcinées complètement. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que les gens qui ont brûlé incendié vos voitures, est-ce qu'ils vous visaient? Ou bien ils ne vous visaient pas? C'est à vous de trouver la réponse à cela. Donc, il y en a qui pensent même que si le président de la République était visé, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas attaqué à l'avion à bord duquel le président a voyagé? C'est la même chose. Que ce soit l'avion de la logistique présidentielle, que ce soit l'avion du chef de l'État, c'est le chef de l'État qui était visé. Là, il n'y a pas de doute. Alors, quel est le message qui est donné par ce sabotage de l'avion de la logistique du chef de l'État, de la présidence? Quel est le message qui a été envoyé? Le message est envoyé très clair. C'est comme on dirait, slow down Félix. C'est un message d'intimidation. On voudrait que Félix tombe dans le révisionnisme de sa politique,
qu'il ne continue pas sur le même élan. Or, aujourd'hui, le Congo a véritablement besoin d'une véritable politique dans le pays, la politique qui va changer le pays. Tout ce qui a été fait pendant 32 ans, pendant 18 ans, je ne sais pas s'il faut appeler ça de la politique. Nous avons besoin aujourd'hui d'une politique qui va dans la profondeur, qui change notre culture, qui change notre état d'esprit, qui change toutes choses dans le pays. Et c'est ça que l'on voudrait ne pas voir arriver jusqu'au bout. C'est ça que l'on veut empêcher que Félix Antoine continue sur cet élan-là. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? À qui peut-on attribuer ce sabotage? Ça, c'est très important. Qui peut avoir été à la base de ce sabotage de l'avion présidentiel? Ici, il y a plusieurs thèses. La première thèse, ce sont les hauts commandements militaires au niveau de hauts officiers de l'armée, ceux qui ont fait de cette guerre une source de l'argent. Ceux qui ont fait cette guerre pendant plusieurs années sans jamais la terminer, la faire aboutir. Ces gens peuvent être tentés parce qu'ils ne sont pas contents que la guerre se termine. Ils ne sont pas contents qu'on arrive à les empêcher d'accéder à leur vache à lait qui était la guerre. Et alors, ces gens peuvent fomenter quelque chose. Ça, c'est un. Deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, ça peut être, en fait, les rebelles eux-mêmes. Vous savez que les rebelles aussi, ils ont fait de la guerre une source d'argent, un moyen de s'enrichir. Il y a eu un grand trafic d'armes entre les rebelles et notre armée, et ces rebelles se servaient des armes qu'ils obtenaient notamment pour aller forcer les gens dans des mines, à creuser de l'or, à creuser de la cassitérite. Pour eux, donc les rebelles, et ont des membres à peu près 130 groupes rebelles. Et tout ce groupe ne devrait pas être content de voir la résurgence de l'État, de l'autorité de l'État. Ils ne voudraient pas voir ça, parce que quand l'État, l'autorité de l'État s'établit dans le pays, elles ne pourront pas continuer à faire leur business flou de la guerre. Ça, c'est peut-être la deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, en fait, c'est quoi? La troisième hypothèse, ce sont certaines puissances étrangères qui trouvent que ce serait le meilleur moyen pour eux d'envoyer un message au chef de l'État pour gagner le marché qui leur permettrait d'organiser la sécurité au niveau du pays, au niveau du chef de l'État. Donc, ce n'est pas à mettre en doute, il y a des gens qui procèdent par des moyens comme celui-là pour arriver, n'est-ce pas, à gagner des marchés. Troisième hypothèse. Quatrième hypothèse, ce sont les pays voisins qui ont toujours été hostiles à notre pays. Je pense au Burundi, je pense à l'Ouganda, je pense au Rwanda. Ce pays qui avait tracé des boulevards dans nos frontières, qui pouvait entrer et sortir comme il voulait, qui pouvait entrer dans notre pays quand il voulait et où il voulait. Et ces gens ne sont pas du tout heureux que le chef de l'État instaure une politique, une autorité de l'État qui devra mettre fin à tout ce va-et-vient dans nos frontières, où ils viennent glaner dans nos lacs, glaner dans nos forêts, glaner dans nos minéraux, glaner toutes choses au pays. Donc, ils pouvaient se faire n'importe quoi. J'ai vu par exemple un rebelle qui dit: mais on nous dit que nous déstabilisons le Congo. Nous les déstabilisons en quoi? Le Congo, c'est un pays sans administration, c'est un pays sans loi, c'est un pays sans route, sans armée, sans infrastructure. Ça, c'est un rebelle qui était soutenu par le Rwandais, qui fait des déclarations de ce genre. Donc, ça me brisait le cœur, mais c'était un constat réel. C'était un pays de sans loi, un pays sans aucune autorité, où les gens pouvaient se permettre n'importe quoi. La cinquième hypothèse, qui est aussi vraisemblable, qui est à la base de cela, ça peut être des multinationaux, des entreprises multinationales, qui ont déjà marqué un certain pas au pays, qui ont eu des concessions minières. Aujourd'hui, ces gens ont peur que cela soit remis en cause. Alors, ils voudraient soit retourner la carte
pour pouvoir être partie prenante dans ce qui va se faire demain dans le pays. Et ici, je voudrais vous renvoyer à ce que je dis dans la vidéo passée, selon les déclarations du président du patronat congolais, qui disait « Nous devons reprendre le contrôle de notre secteur minier. Il faudra en fait que l'autorité du pays puisse se servir, utiliser l'instrument de contrainte pour amener ces entreprises, pour amener ces hommes d'affaires qui contrôlent les mines aujourd'hui, soit d'accepter que nous puissions exploiter ces mines avec eux, soit d'accepter que nous co-gérions les mines avec eux. » Donc, ce gens-là, en fait, Monsieur Yuma disait qu'il faut que l'autorité de l'État s'impose absolument parce que le sol nous appartient, le mine nous appartient. Il faut qu'on s'impose absolument devant ce gens. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à plier bagage et partir. Ça, c'est un message, en fait, que eux sont en train de lancer aujourd'hui à ces gens-là pour que le régime actuel, le pouvoir actuel dans le pays arrive à faire ce qu'eux n'ont pas fait. Ils savent bien que lorsqu'on s'engage sur ce terrain-là, c'est des bonnes guerres, absolument. L'histoire est pleine de beaucoup d'exemples où les gens qui ont voulu rétablir leur souveraineté sur les mines, sur ce que le ciel leur a donné, la nature leur a donné, eh bien, ces gens-là ont été les cibles de toutes les flèches du monde. Donc, vous comprenez qu'il y a presque 5 à 6 hypothèses qui offrent les possibilités de comprendre d'où serait venu l'attentat de l'avion de la présidence, en fait, qui a été fauché. Alors, maintenant, comment est-ce que, si vous voulez bien, comment est-ce le moral du chef de l'État aujourd'hui? Il faut qu'on en parle. Vous me posez la question de savoir quel pourrait être le moral du chef de l'État. Je vous dis tout de suite, vous sortez de chez vous, vous allez dans votre basse-cour, vous trouvez vos 3 chiens criblés de balles, morts. Quel sera votre moral? C'est à vous de répondre à cette question pour pouvoir comprendre l'état psychologique ou moral du chef de l'État. Dans cet avion, il y avait son chauffeur. Dans cet avion, il y avait les 3 aimables pilotes, je ne sais pas moi, d'origine ukrainienne ou que sais-je encore. Dans cet avion, il y avait sa Jeep. Et ce chauffeur, cet humain, ces 3 merveilleux pilotes, ce sont des humains. Et d'autres membres de l'équipe présidentielle qui étaient là-dedans et qui disparaissent comme ça, vous allez me dire que le président n'est pas affecté, son moral n'est pas affecté. C'est ça que ces gens ont voulu, que le président puisse réellement être affecté afin qu'il change sa politique. Alors, que devra faire le chef de l'État dans ces conditions? Je pense que le chef de l'État devra aller de l'avant. C'est un grand homme, et les grands hommes qui ont fécondé l'histoire ont vaincu des obstacles de ce genre. Ils sont allés de l'avant. Ils sont allés de l'avant parce que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la transformation du pays. Ce que nous voulons aujourd'hui, en fait, c'est quoi? Et c'est ça qui est le plus important à comprendre. Nous avons voulu, nous devons surtout nous poser la question, qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? Quel avenir est-ce que nous voulons nous donner dans notre pays? Et pour arriver à nous donner un véritable avenir, un avenir différent de celui du bricolage qu'on nous avait imposé, il nous faut absolument inventer une nouvelle politique dans le pays. C'est ça que Félix est en train de faire. Nous voyons une politique aujourd'hui qui s'est faite autrement que ce que nous avons été, c'est à quoi nous avons été habitués pendant 32 ans, pendant 18 ans. Une politique où on essaie de mettre à l'écart des antivaleurs. Une politique où on veut donner de la place qui convient à l'opposition. Une politique
où les cachots ne sont pas aujourd'hui des cachots pour être remplis avec des paisibles citoyens. Donc la politique s'est faite autrement. Donc l'invention de la nouvelle politique est en train d'être faite dans le pays. Nous la vivons réellement. Il faut aujourd'hui construire une nouvelle économie. Comment peut-on construire une nouvelle économie si nous n'avons pas le moyen de le faire? Construire une nouvelle économie, c'est devenir maître de notre secteur minier, devenir maître de nos terres, devenir maître de nos eaux, devenir maître de nos parcs, devenir maître de ce que la nature nous a donné. C'est ça la nouvelle économie qu'il faut construire. Et là, Félix le dit à toutes les tribunes, même aux Nations Unies. Ça ne peut pas plaire à des gens hier qui étaient assis sur l'économie défaitiste du Congo. Aujourd'hui, nous voulons changer la conscience de l'impuissance en une conscience de la puissance. C'est cela que nous devons arriver à faire aujourd'hui. Et nous avons un homme qui est en train de tout faire pour nous faire vivre ces moments de grands espoirs. Et nous devons imaginer une nouvelle culture. Cette culture de la corruption doit céder la place à une nouvelle culture. Et nous devons absolument mettre en place une révolution de l'état d'esprit. C'est ce que Félix est en train de faire. Mais il ne peut pas réussir à faire tout cela sans l'appui de son peuple. Donc le chef de l'État aujourd'hui, il doit mettre en place une véritable sécurité pour lui-même et la sécurité pour le pays. C'est extrêmement important. La sécurité du chef de l'État n'a pas de prix. La sécurité du peuple n'a pas de prix. Nous avons besoin d'une forte armée. Nous avons besoin de services de sécurité très vigilantes. Et je sais que la véritable sécurité d'un peuple, c'est la vigilance de ce peuple-là. On a vu de quelle manière le peuple nandais, le peuple de Béni a pu résister à tous les assauts répétés de gens qui voulaient qu'ils puissent absolument libérer l'espace. Ils ont résisté jusqu'à ce point aujourd'hui où nous vivons le grand moment de victoire avec ce qui est en train de préparer notre armée, que certains généraux, que certains rebelles, que certaines puissances étrangères, que de pays qui ont occupé nos terres, qui pendant plusieurs mois, plusieurs années plus tôt, qui faisaient des allées et venues dans nos frontières, eh bien, tous ces gens-là ne voudraient jamais nous voir vivre une nouvelle politique. Donc, aujourd'hui, en fait, ce que nous allons faire de ce pays, c'est ce que nous aurions choisi, nous aurions voulu. Et c'est extrêmement important. Et les gens qui veulent changer fondamentalement, parce qu'en fait, aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin de changement de surface, il a besoin de changement profond. Les gens qui voudraient changer radicalement le sort de leur pays ont toujours été les cibles. Ici, je ne dis pas pour intimider les gens, pour faire peur au chef de l'État. Non, pas du tout. Le chef de l'État sait qu'il est aujourd'hui dans une situation de quelqu'un qui est en train de nager, qui a été jeté dans l'eau, qui devra nager jusqu'au bord de l'eau pour sauver la vie. Et sauver, c'est pas simplement sa vie à lui, sauver la vie de toute nation. C'est ce que la démarche, c'est ça la démarche qu'il est en train de faire. Et alors, il y a beaucoup de leçons de l'histoire que nous devons apprendre. Je prends pour exemple le cas de Salvador Allende. Allende qui a voulu que le peuple chilien s'approprie ses ressources et les contrôles sur ses ressources. On a tout fait pour l'éliminer. Vous savez, Lumumba, pourquoi il est parti? C'est parce qu'il voulait absolument une véritable indépendance, parce que l'indépendance politique sans une véritable indépendance économique, ça ne vaut pas la peine. Alors, nous avons beaucoup d'exemples. Donc, il y a cet appel à la vigilance qui ne devra pas être prise à la légère. Le président de la République ne devra pas faire confiance aveugle à ses alliés des FCC. Aujourd'hui, nous savons que les FCC majoritaires dans le pays, Kabila a les pouvoirs politiques dans la mesure où il est chef de la majorité. Mais il est démontré dans l'histoire des États que quand il y a deux protagonistes dans le pays, quand tu as deux ou trois protagonistes dans une organisation, c'est le plus habile
le plus rusé, le plus rapide qui finit par s'imposer. Je vous donne l'exemple de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, Thomas, qu'est-ce que j'ai dit? Blaise Compaoré, en fait, il a renversé le président qui était au pays pour aller prendre Thomas Sankara qui était en prison, le mettre au devant de la scène comme chef de l'État. Là, c'était deux hommes très forts, très puissants, avec de fortes personnalités qui prétendaient pouvoir diriger le pays. Et Blaise Compaoré a compris qu'il faut absolument aller très vite. Il est allé vite en éliminant Thomas Sankara de la scène politique. Vous savez dans quelles conditions. Et quand il a éliminé, il était secouru, il était aidé. Il a fait avec le concours de Sakari, Boukari, de Songo. Et ces gens-là qui l'ont aidé, et ils prétendaient que c'était un triumvirat, dans les 2 ans qui ont suivi, il les a accusés de trahison, il les a passés aux armes. Il a compris qu'il ne pouvait pas cohabiter avec des gens qui sont des protagonistes. Et nous regardons ça, nous voyons aussi chez le président, chez Kaunda. Kaunda et Kapwepwe, c'était 2 grands protagonistes. Et c'est lui qui a pris de la vitesse, s'est imposé finalement sur l'autre. Nous voyons cela chez Mugabe. Mugabe n'était pas le chef de la ZANU. La ZANU, c'était Dabaninga Sitole. Eh bien, Mugabe, qui était le secrétaire de la ZANU, est allé très vite. Il a compris, il a été habile, il a été rusé, il s'est imposé. C'est lui qui deviendra finalement le président de la République. Nous avons les cas les plus proches ici, des Sassou qui n'avaient pas accepté le verdict des résolutions de la conférence de son pays. On l'a finalement battu aux élections par le président du Souba. Et dans les années qui ont suivi, eh bien, Sassou est rentré aux affaires, s'est imposé. Chez nous-mêmes, Mobutu, quand il a pris le pouvoir, il a nommé le général Molamba comme Premier ministre. C'est un des hommes forts. Mais Mobutu a vite compris qu'il ne faut pas continuer à être avec Molamba. Il faut absolument l'écarter. Il l'a écarté. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'on y aille par le dos de la cuillère. Le problème que nous avons aujourd'hui dans le pays, la fameuse alliance FCC-Cash, c'est quelque chose qui ne tiendra pas. Quand je regarde par exemple Kabila qui arrive quelque part, il y a la haie d'honneur qui est formée, il passe comme s'il était chef de l'État. On s'est dit des attitudes provocatrices comme cela ne sont pas seulement dans le but de chercher à briser le moral des autres ou à provoquer les gens, mais plutôt ce sont des messages qu'il envoie. Parce qu'il suffit de voir comment Kabila a quitté le pouvoir. Il n'a pas abandonné son propre gré. Kabila était forcé par notre peuple, Kabila était forcé par la communauté internationale. Donc ça, c'est un fait très important. Donc aujourd'hui, le chef de l'État devra comprendre qu'il n'y a absolument rien à négliger. Autrement, c'est la naïveté. On ne peut pas être naïf quand on gouverne un pays. Un pays surtout aux multiples intérêts pour les étrangers comme le nôtre. C'est très important. Et quand j'apprends par exemple qu'il y a M. Dan Gegler qui était au pays, et ça coïncidait avec le moment où les avions étaient en train de cracher. Et n'oubliez pas que il y a eu des chefs d'État qui étaient invités à l'inauguration du centre d'agronomie, qui ne sont pas venus. Parce qu'ils avaient déjà préparé, ils savaient quand est-ce que le coup devait arriver. Ils ne sont pas venus. Lui-même, Kabila, il était invité. Il n'est pas venu. Il est venu au Kivu après. Donc, tout cela laisse entrevoir qu'il y a eu des choses qui étaient préparées. Mais d'après certains médias, on dit que le chef de l'État était au courant. D'après certains médias. Alors, il y a des faits qu'il faut arriver à vérifier. C'est extrêmement important. De faits à vérifier, on nous parle d'un certain Charles Descriven. Cet homme qui est un pilote de son État, qui est un ami très proche de Kabila. Et cet homme, il semble qu'il serait resté à la présidence avec Félix pour assumer le même rôle que celui qu'il faisait quand il était avec Kabila. Je dis bien que ça vient de certains médias. Si cela se vérifie réellement, c'est regrettable
qu'on puisse tolérer une telle situation. Un homme qui était avec Kabila, un proche ami de Kabila, et il devient aujourd'hui, c'est pas moi, il fait le même rôle auprès du président Félix, ça ne garantit rien, ce ne sont pas des gens qui manquent, il faut absolument, si tel est le cas, que cet homme-là parte, laisse cet espace. Ce sont des gens très dangereux qui sont en train de planter les épines sur la voie de la présidence. Et on nous parle aussi d'un garde de corps, selon certains médias toujours, qui ont même montré des photos, un garde de corps très rapproché de Kabila, qui est aujourd'hui aussi dans les cercles rapprochés de Félix. Et même les photos sont données là-dessus. Si tel est vraiment le cas, c'est vraiment regrettable, c'est vraiment dommage. C'est une situation inacceptable. Mesdames et messieurs, nous avons voulu vous montrer aujourd'hui que la situation est grave dans le pays. C'est le moment où nous devons oublier nos dissensions, au moment où nous devons nous mettre tous ensemble pour les triomphes de notre véritable souveraineté. Et nous avons des ennemis de l'intérieur, nous avons aussi des ennemis de l'extérieur. Nous disions aujourd'hui que l'attentat là-bas, les pistes qu'on peut privilégier, c'est notamment certains officiers de l'armée qui ne sont pas contents que le président affirme l'autorité de l'État, que le président mette fin à cette guerre qui était une source de revenus pour eux. Et nous avons aussi les rebelles qui s'étaient familiarisés avec cette guerre pour faire de l'argent, pour faire les trafics des armes, pour utiliser les armes pour creuser des coltans, creuser l'or, etc. Nous avons aussi les puissances étrangères qui voudraient envoyer un signal au chef de l'État pour qu'il puisse obtenir le marché qui consiste à organiser la sécurité de l'État, la sécurité du chef de l'État. Nous avons aussi certains étrangers, en fait, qui ont déjà acquis certaines choses, qui ne veulent pas qu'on les dépossède des choses qu'ils ont acquises. Et là, c'est extrêmement important parce que dans tous les pays du monde où les gens ont voulu affirmer leur souveraineté sur différentes richesses qu'ils ont dans le pays, et ça en est suivi toujours beaucoup de problèmes. Je vous ai donné l'exemple d'Allende. Et nous avons aussi ici il ne faut pas oublier la Kabylie. La Kabylie, ce sont des alliés, mais qui ne sont pas des alliés sincères. Et ici, je vous rappelle, Tambo Mwamba, ce qu'il a dit lorsque le président avait parlé du déboulonnage. Il a dit, voilà, nous allons le traîner comme un chien. Le défaut que nous avons, nous, c'est d'oublier très vite des choses. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, dans la hiérarchie de l'État, si le président était fauché dans ce qui est arrivé l'autre fois, il y a quelques jours, c'est Tambo Mwamba qui devait être le président. Vous connaissez combien ces gens-là sont irrespectueux de la loi. Ils ne pouvaient pas organiser les élections dans 3 mois. Ils les remettraient à la calende grecque, 1 an, 2 ans, etc., etc. Nous ne savons même pas ce qui adviendrait. Donc, nous avons voulu vous montrer que nous devons nous mettre ensemble. Nos divergences doivent être absolument aplanies quand il y a le péril dans la demeure. Il faut absolument nous mettre ensemble quand il faut défendre les gros intérêts de la nation. Nos tribus, nos ethnies ne sont que nos richesses. Nous pouvons apprendre les uns auprès des autres pour enrichir la grande culture que nous voulons établir dans le pays demain. Donc, voilà, chers compatriotes, c'est que nous croyons et nous sommes très convaincus que ce qui s'est produit, ce n'est qu'un message très fort d'intimidation qui a été envoyé au chef de l'État. Est-ce pour autant que le chef de l'État doit se laisser faire? Nous lui disons que le peuple congolais est derrière lui parce qu'il n'y a pas celui qui est en train de faire, qui a fait comme il est en train de faire. Nous le soutenons qu'il aille de l'avant et la plus grande vigilance est requise pour le peuple congolais afin de la protection de notre chef de l'État et de la protection de nos frontières. Je vous remercie et à la prochaine.